Donc, bonjour à tous. Très contente de pouvoir vous parler. Monsieur Gagné, on vous attendait pour commencer. Puis de pouvoir avoir toujours le fun d'avoir un ministre ou un député qui est à l'heure là, pour ces conférences de presse. Puis je m'en fais un honneur là, de pouvoir d'être à l'heure. Écoutez, je veux aujourd'hui peut-être quatre sujets, quatre sont importants sur lesquels je voudrais vous entretenir. Je vous parlerai d'abord pour commencer de l'appui pour les aînés. On a entendu l'annonce qui s'est faite la semaine passée, puis on sait qu'on a de nombreux aînés qui font face à des défis économiques et sociaux, puis ça a des répercussions quand même importantes en matière de santé à cause de la COVID-19. Donc, on a annoncé qu'au début de juillet, il y allait avoir une prestation spéciale qui allait être donnée au niveau des aînés pour la sécurité de la vieillesse. Les gens vont recevoir 300 $. On a 6,7 millions d'aînés qui vont recevoir ce 300 $-là et on a un 2,2 millions d'aînés qui vont recevoir un 200 $ de plus parce qu'ils reçoivent le supplément du revenu garanti. Puis je vous dirais que moi, quand on regarde la structure de travail de la région où on a eu des gens, surtout au niveau des aînés, qui étaient des travailleurs saisonniers, que ce soit au niveau de la forêt, de la pêche, même au niveau du tourisme, souvent en grande partie des gens qui n'étaient pas syndiqués, donc qui n'avaient pas de fonds de pension. On a beaucoup de nos aînés qui reçoivent le supplément du revenu garanti. Donc, c'est sûr que pour nous, ça va être important là, pour les aînés dans notre milieu. Cependant, je n'ai pas de statistiques pour vous dire, on les aura plus tard lorsque la COVID se sera passée là, pour avoir le nombre d'aînés là, exact là, dans notre milieu qui vont pouvoir bénéficier de cette prestation-là. Ici, on a eu l'annonce pour les personnes qui ont un handicap, vont recevoir eux aussi un paiement unique de 600 $ pour aussi aider à assumer là, les dépenses qui ont entraîné la COVID-19 et les personnes handicapées qui vont pouvoir recevoir ce paiement sont les personnes qui sont titulaires du certificat de crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ça comprend aussi les parents qui ont un enfant ou une personne à charge qui est handicapée. Ça comprend aussi des aînés qui sont handicapés, des anciens combattants. Puis je peux vous dire beaucoup d'autres Canadiens qui, comme je le disais, ont dû assumer des coûts liés à une invalidité grave et prolongée. Donc, on est certain que ça aussi, ça va venir aider cette partie de la population qui en a grandement besoin. J'aurais deux autres sujets qui, pour moi, là, sont vraiment importants. Puis là, je parle à titre de ministre du Revenu national. C'est ce qui concerne le vol d'identité pour les prestations. On a entendu parler que les gens qui, au niveau de la prestation canadienne d'urgence, il y a des vols d'identité qui ont été faits. Donc, on recommande vraiment aux Canadiens de s'inscrire à mon dossier. Puis les gens peuvent aussi s'inscrire là, pour recevoir des avis par courriel dès que des modifications ont été apportées à leur compte, tel là, un changement d'adresse ou de dépôt direct. Les Canadiens peuvent appeler aussi à l'Agence du revenu au 1-800-951-7383 pour savoir s'il y a une demande de PCU qui a été faite dans leur compte. Puis ils doivent là, profiter pour demander de rehausser les mesures de sécurité de leur compte. Les agents là, qui sont dans les centres d'appel vont leur poser des questions de sécurité supplémentaires pour vérifier l'identité de la personne qui appelle. Je peux vous dire qu'on prend très au sérieux les abus au niveau des programmes qui sont offerts et c'est important aussi de signaler une fraude ou un usage abusif. Puis si vous avez des doutes sur les gens, vous pouvez aussi communiquer avec le service de
le 1-800-622-6232, puis demander aux agents de vérifier si les communications reçues sont valides, y compris sur le site web du gouvernement. Donc, très important. Dernière chose, au niveau des règles de sécurité, là, moi, je l'ai vu, comme on dit, je l'ai vu de mes yeux vus. On voit que il y a beaucoup plus de circulation. On voit un peu plus de gens dans les commerces. La saison touristique s'annonce et j'ai pu constater je vous dirais, un relâchement au niveau des règles de sécurité. J'ai parlé aussi à des gens qui œuvrent, que ce soit dans le domaine de l'alimentation ou dans le milieu de la pharmacie, et les employés aussi remarquaient un relâchement. Puis ce qui est quand même particulier, c'est que on me disait aussi que le relâchement vient surtout des gens d'un certain âge. Ça, pour moi, c'est quand même surprenant. Donc, c'est vraiment important, avec ce qui s'en vient actuellement, le fait qu'on va avoir une saison touristique, d'être encore beaucoup plus vigilant sur les règles de sécurité que les gouvernements mettent en place. Et on en parle, lorsqu'on ne peut pas respecter la distanciation, les gens doivent porter le masque. On se protège à soi, mais ce qui est important, c'est qu'on protège l'autre et on protège aussi les gens qui travaillent dans les commerces, puis ces gens-là qui assurent les services là depuis le début de la pandémie. Donc, quand on ne peut pas respecter les mesures de distanciation, on met le masque, on se lave les mains, puis de respecter aussi les règles qui sont énoncées par les différents gouvernements. Ça va être d'autant plus important si on ne veut pas être pris avec une deuxième vague, parce qu'il n'y a personne de nous là qui a le goût de retourner à ce que c'était là au début, il y a 2 mois et demi passé de ça. Donc, on commence le déconfinement de grâce, respecter les règles. Et le message s'adresse aux gens aussi qui sont un peu plus âgés. Pour moi, là, ça vient pas entraver la liberté. Moi, ce qui entraverait ma liberté, c'est quand les épiceries vont être fermées, puis si les pharmacies sont fermées. Ça va entraver ma liberté. Mais de porter un masque, ça vient pas du tout entraver ma liberté. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire pour ce matin. Maintenant, je suis prête à prendre vos questions. Alors, Jacinthe, Bleu FM. Bonjour, j'ai pas de questions, merci. Ça va? Nelson Sergerie, CHNC. Oui, d'abord, au niveau de la pêche à la crevette, on voit actuellement que c'est pas facile. On a les industriels qui ont pu bénéficier pour la plupart de la PCU, la subvention salariale de 75%, mais les pêcheurs, eux, n'ont absolument rien, disent n'avoir rien reçu. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour eux, surtout s'il n'y a pas de saison de pêche à la crevette cette année? Bien, écoutez, au niveau du secteur des pêches, moi, je référerais là, au départ vers Pêche et Océan, qui, elle, a les détails. Puis, je peux vous dire que pour toutes les entreprises, autant on l'a vu dans le secteur du crabe, il y a les programmes réguliers pour les entrepreneurs. Donc, on peut faire affaire avec les différents programmes qu'on a mis en place là, pour venir aider l'entreprise privée. Je comprends que vous les envoyez à MPO, mais les pêcheurs en réfèrent à vous, là. Oui, mais écoutez, il y a du travail qui se fait en collaboration avec Pêche et Océan Canada. Puis comme je vous dis, autant là dans les différents secteurs, on a mis des programmes en place pour aider les entrepreneurs, les entreprises privées, et tous les programmes qui sont en place sont là pour aider l'entreprise privée. Une dernière question, si vous permettez. Bon, la PCU, elle arrive à échéance très bientôt. Qu'est-ce qui va arriver pour les gens qui travaillent dans des secteurs dont on n'a aucune idée encore du plan de déconfinement, là? Je pense au secteur touristique, entre autres, ou à d'autres secteurs là, qui n'ont pas d'annonce encore à ce chapitre-là. Est-ce que eux, qu'est-ce qui est prévu pour eux, là?
Écoutez, quand on regarde au niveau touristique, on voit actuellement au niveau du gouvernement du Québec, parce que c'est un travail qui se fait en concertation, comme je le disais depuis le début, là, on travaille ensemble, le municipal, le provincial et le fédéral. On voit au niveau du provincial qu'on annonce des ouvertures, on l'a vu au niveau des salons de coiffure, on le voit au niveau du 15 juin, on va avoir les restaurants qui vont ouvrir. Donc on reste très vigilant par rapport à ce qui se passe actuellement, et il y a des annonces qui là aussi, il y a des négociations qui se font actuellement au niveau du fédéral. On reste positif, et il devrait y avoir des annonces là qui vont être faites là sous peu. Alors, Mélanie Clavet. Bonjour. Ma seule question, en fait, c'est vraiment au niveau du relâchement. En région, on le ressent beaucoup depuis quelques semaines. Vous faites un appel à la vigilance, mais versus ça, de plus en plus, on voit des regroupements, des manifestations, les nombreux commerces qui ouvrent, des files d'attente dans ces commerces. Donc, comment on peut faire en sorte de sensibiliser davantage pour dire que c'est pas fini, mais on voit toutes sortes de choses qui se passent sans intervention. Donc, ça amène quand même un message contradictoire. Oui, puis vous avez là entièrement raison de le mentionner, puis ça a même fait partie des discussions la semaine passée là au niveau du comité COVID, avec les préfets qui sont autour de la table, il y a les députés provinciaux, la santé publique, c'est important là que chacun prenne ses responsabilités. Tout le monde a un rôle à jouer. On essaie le plus possible d'informer les gens. Les médias font leur travail aussi d'informer les gens. C'est important de lire les documents qui sont disponibles, et de répéter le message. Donc de porter le masque, puis de se laver les mains, puis de tenir au niveau là, des distances. On veut pas retourner en arrière. Ça te va, Mélanie? Oui, merci. OK. Raphaël, CFIM. Oui, bonjour Madame Leboutillier. Je vais avoir, moi, 2 questions. La première, c'est au sujet des annonces. Dans le fond, les fraudes en ce moment du côté de l'ARC, on est à peu près 1 an après la plus grosse fuite de données qu'on n'avait jamais vue là, du côté des banques Desjardins. Ensuite, ça a été Equifax. On n'avait pas prévu ça du côté de l'ARC, qu'il y avait déjà sur le marché noir partout au Canada là, des identités qui se vendaient. On n'avait pas prévu un mécanisme pour s'assurer qu'il n'y aurait pas justement du vol d'identité, considérant qu'il y en avait eu dans la dernière année au Québec et au Canada. Oui, ben c'est pour ça qu'on recommande vraiment aux gens là, de s'inscrire à mon dossier. Au niveau de l'agence, il y a des mécanismes actuellement qui sont en place avec mon dossier. Puis vous avez ça aussi, entièrement raison. Moi, je me suis fait voler mes données l'année passée, mon conjoint, ma famille, mes enfants. Toutes nos données ont été volées, donc ça demande d'être encore beaucoup plus vigilant, puis de surveiller vraiment là ce qui se passe là au niveau de nos informations. Donc pour ça que c'est important de pouvoir s'inscrire au niveau de l'agence à mon dossier au niveau électronique. Puis à ce moment-là, on a nos numéros là qui sont protégés là pour pouvoir avoir accès à nos informations. Puis encore là, trop souvent encore, il y a des gens, même si on fait énormément de prévention, je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont abuser de personnes qui sont dans des positions qui sont plus vulnérables. Il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Ça fait, puis on le dit, puis on le répète, jamais l'agence
d'envoi par texto, ne fait des menaces aux gens pour dire, écoutez, vous avez de l'argent dans un compte à l'agence, puis si vous envoyez pas ou si vous payez pas vos, contactez-nous pour qu'on vous donne ces argents-là ou qui vont menacer en disant, ben écoutez, on va vous envoyer la police chez vous si vous payez pas, là. Puis ça, c'est des textos, puis j'en ai déjà reçu de ces textos-là. Il ne faut pas répondre à ça. C'est pas la façon dont l'Agence du revenu du Canada fonctionne. Fait que c'est important là d'utiliser là les services de l'agence, comme je disais, avec mon dossier, puis de pouvoir appeler pour aller chercher l'information. Madame Leboutillier, vous avez parlé de l'ouverture de la saison touristique. En ce moment, il reste un point d'interrogation énorme au-dessus des îles de la Madeleine, la question de l'accès à travers les provinces. On n'a pas entendu encore votre gouvernement sur cette question-là. C'est quoi votre position, Madame Leboutillier, vous, dans cet enjeu avec les provinces? En ce moment, la saison touristique aux îles est en train de piquer du nez. On avait déjà limité à 35 000, on tombe à 19 000 avec les réservations de CTMA en ce moment, notamment à cause de l'incertitude. Qu'est-ce qu'on attend pour régler ça? Puis c'est quoi la position du fédéral là-dedans? Ça me semble être une autoroute canadienne qui traverse 2 provinces pour aller d'une province à une autre. Ça me semble un enjeu de transport qui peut être traité par le fédéral. C'est quoi votre position là-dessus? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le dossier, je le suis de très près depuis le début. J'ai des contacts régulièrement avec le maire des îles. J'ai travaillé aussi, j'ai des contacts avec Transport Canada et au niveau d'affaires intergouvernementales. Donc, c'est très vigilant là, par rapport à ce qui se passe au niveau du dossier actuellement. Il y a une importance aussi de respecter les champs de compétences des provinces. Je dois vous dire qu'on l'a vu quand le Québec a fermé aussi avec l'Ontario, l'entrée au début, là, l'entrée des Ontariens du côté de Ottawa-Gatineau, le pont était fermé, puis ça a été Québec a fermé le pont. Les Ontariens ne pouvaient pas venir au Québec. Actuellement, on voit que la chose se passe sur l'autre côté, là où c'est le Nouveau-Brunswick qui ferme ses frontières. Donc, on se doit aussi de respecter là les champs de compétences des provinces, mais je peux vous dire que tout le monde travaille ensemble pour faire en sorte que les Madelinots aient accès aux îles de la Madeleine. Puis comme je vous dis, là, on est très, très sensible à ce dossier-là. Juste pour être sûr de comprendre là, votre position, donc selon vous, l'accès entre les provinces, ça relève de chaque province, et ça, c'est pas un enjeu qui relève du gouvernement canadien. Là. Il y a vraiment un champ de compétences des provinces qui relève des provinces. Puis comme je vous l'ai mentionné, on l'a vu avec lorsque le Québec a décidé là, de fermer l'entrée aux Ontariens pour venir là, du côté de Gatineau et du parc de la Gatineau, puis c'est vraiment puis c'est important là de respecter les champs là les champs de compétences des provinces. Ça aurait été très malvenu pour le fédéral de se mêler là de ce dossier-là à cette période-là, mais je dois vous dire qu'au niveau du fédéral, ça n'empêche pas le fait qu'on parle là, à nos vis-à-vis au niveau provincial. Puis ce qu'on veut, c'est de pouvoir trouver une solution, mais tout en respectant les champs de compétences des provinces. Merci beaucoup. Voilà. Adèle? Oui, c'était pas mal mes questions. Parfait. Mirko? Merci, pas de questions. Gilles, à ton tour. Je reviens sur un point que j'ai soulevé il y a quelques semaines. Ça n'a pas rapport avec la COVID, mais de façon lointaine, un peu par la bande, oui. Vous avez annoncé en août dernier, Mme Leboutillier, 45,7 ou 8 millions pour le chemin de fer. Comment garder la trace de l'utilisation de ces fonds-là?
J'aimerais ça savoir, juste pour garder un œil sur ce dossier-là. C'est quand même un gros montant, puis il y a des travaux qui se font de façon assez intense cette année le long de la voie ferrée. Donc, à qui dois-je... Écoutez, je vais aller aux informations, puis je vais vous mettre en contact avec le ministère qui est concerné. Puis c'était je l'avais fait pour infrastructure à l'époque, c'était le ministre Champagne qui était ministre. Là, c'est la ministre Catherine McKenna. Puis je vais vous trouver le contact pour vous mettre vous mettre en lien là avec quelqu'un au niveau du ministère. Très bien, merci. Puis vous avez raison de rester très vigilant puis de suivre ce dossier-là de près. Je vous remercie. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Il y avait un autre journaliste qui s'est joint à nous, je crois, pendant la conférence. Oui, Bruno, à Gaspé. Vas-y, Bruno. Je ne sais pas, Madame Le Boutillier, si vous avez eu le temps de prendre un peu d'infos concernant la question de l'usine Marinard à Rivière-Ornaat. C'est toujours un peu plus complexe là qu'ailleurs, là, dans plusieurs situations, mais là, vendredi, là, on a comme compris que ça ne semble pas tout à fait bien fonctionner. On sait qu'il n'y a pas de pêche, là, mais il y a d'autres usines où on semble un peu mieux respecter. De ce que j'en comprends, là, il nous a été impossible d'en discuter avec la direction, mais ça semble un peu mieux fonctionner dans les autres usines qui respectent un peu plus là, le modèle des heures de travail, même en temps de COVID. Bref, je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre un peu d'infos là-dessus. Ben moi, de ce que j'en sais, je sais je peux vous dire qu'on a eu quelques employés qui ont appelé ici à mon bureau, qui étaient inquiets sur le fait de est-ce qu'ils allaient réussir à se qualifier pour pouvoir avoir leur prestation d'assurance emploi. Je peux vous dire qu'on a des discussions avec nos entre collègues autour de la table. Je parlais aussi avec le bureau de la ministre Quattro, puis je peux vous dire qu'on suit la situation de très près. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, à votre connaissance, l'usine Marinard a profité ou profite là, du fameux programme de subvention de 75% sur la masse salariale, d'après vous? Je pourrais pas vous le dire actuellement, mais sûrement qu'au niveau de la subvention salariale, au niveau du gouvernement, ce qu'on s'était dit, c'est que les listes, les gens qui vont profiter du programme de subvention salariale, les listes vont être disponibles. On va rendre les listes publiques, donc ça devrait se faire sous peu. D'accord, merci.